Bien, je voudrais vous dire la joie que j'ai à vous retrouver ici pour une nouvelle convention. La dernière portait sur l'islam et la République. Vous me permettrez de faire des salutations courtes parce qu'il y a tellement de visages qui me sont connus, c'est que si jamais je commence à les égrener, je mangerai mon temps de parole. Vous me permettrez de saluer bien sûr notre secrétaire général, celui que vous avez entendu, qui est député alsacien, bien sûr Patrick Hetzel. Lui aussi d'ailleurs est ancien recteur. Voilà. Je voudrais saluer tous les élus qui sont ici, parlementaires, notamment sénateurs. Ils sont nombreux. Je vais saluer le petit dernier nouveau arrivé, Damien, qui est français de l'étranger, qui voilà, est sénateur depuis peu, que je retrouve dans cette salle. Vous me permettrez de saluer, d'embrasser les sénatrices, les sénateurs, députés et aussi les élus départementaux, régionaux, Othman et quelques autres. Je voudrais aussi remercier, alors Patrick l'a fait, je le fais très rapidement, ceux qui sont ici. Bien sûr, Hervé Mariton, qui est un complice, si j'ose dire, sur le plan intellectuel, qui est quelqu'un qui a toujours accordé au débat d'idées la primeur. Ils sont très très rares. Hervé fait partie de cela. Je suis très honoré qu'il puisse prendre la parole aujourd'hui parce que chacune de ses prises de parole apporte quelque chose. Et puis, bien sûr, quand on parle de liberté, d'une liberté appliquée, il est chef d'entreprise, mais en même temps, il était élu ministre et il a fait avancer de très grands dossiers, auto-entrepreneuriat, etc. Hervé Novelli, dont j'ai le bonheur de saluer aussi la présence. Jean-Christophe Fromentin va nous rejoindre, preuve que, vous voyez, quand on est sur le fond, on peut rassembler beaucoup plus large que ce que nous sommes, Jean-Christophe, et d'autres, ceux qui ont été cités par Patrick il y a quelques instants. Donc on fait en quelque sorte notre rentrée. Et cette convention exprime bien ce que nous voulons être, puisque on aurait eu le choix entre une entrée un peu tonitruante à la grosse caisse, où finalement Bruno Retailleau réunirait son écurie, son courant. Il n'en a pas été question. La Baule, nous le faisons dans l'Ouest depuis des années. Ça n'était pas l'université d'été de Force républicaine, c'était l'université des Républicains. Et aujourd'hui, c'est une convention que nous tenons avec un rythme métronomique trimestriel pour travailler sur le fond. C'est la raison pour laquelle cette entrée, pour moi, elle est symbolique, parce qu'elle dit exactement ce que nous voulons être, sur le fond, sur les idées. J'y reviendrai dans quelques instants. Nous nous trouvons dans cette rentrée devant un énorme paradoxe, à la fois satisfaisant, mais aussi inquiétant. Satisfaisant parce que cette rentrée ne ressemble absolument pas du tout sur le plan du climat politique à la rentrée d'il y a un an. Cette rentrée marque la chute, en tout cas, le dévoilement de l'illusion macronienne. Les choses sont très claires. Pour un certain nombre de raisons. L'illusion macronienne. Je pense qu'il avait su, je le disais à nos amis cadres territoriaux tout à l'heure lors d'une réunion, avec beaucoup d'intelligence symbolique, parce qu'il sait, il connaît le poids des symboles, il avait su en quelque sorte capturer l'imaginaire des Français, et notamment des Français de droite et du centre. Par cette aptitude, justement, à se positionner, à incarner une fonction. Et au-delà même. Et il nous a vendu en même temps, il nous a vendu un nouveau monde, et depuis quelques mois, depuis la contrescarpe, en réalité, l'été a enseveli, a enterré ce rêve du nouveau monde qui apparaît au contraire au fil des affaires Benalla, la nomination de M. Besson à Los Angeles, le départ de M. Hulot qui se trahissait, avait le sentiment de se mentir. On voit bien que ce sont de vieilles pratiques les plus mauvaises possibles qui reviennent pour caractériser ce nouveau monde. Donc la fin de l'illusion, et les Français, aujourd'hui, ont aperçu l'arrière-cuisine. Et donc ça ne marche plus. Et première chose. Deuxième chose, encore plus structurant, parce que moi je pense que ce qui structure la rentrée, c'est moins ces petites affaires que l'expression du Premier ministre dans le journal du dimanche. L'interview du petit raboteur. Quelle vision! Quelle vision! Rien! Si les retraités qui sont ici leur ont appris la double peine.
Les familles aussi. Non seulement la PAJE, l'allocation familiale, toutes ces prestations qui ont été reniées, mais des indexations des allocations familiales pendant les 2 prochaines années. C'est ça qui est, pour moi, révélateur. C'est que si les Français majoritairement se détournent d'Emmanuel Macron, c'est parce que sa politique ne produit pas de résultats. Nous sommes à la traîne de l'Europe sur la dépense publique. Nous sommes le seul pays de la zone euro à ne pas commencer un désendettement. Ce qui veut dire que la bombe à retardement qu'est la dette ne va cesser de grossir. La croissance affaiblie, le commerce extérieur en berne, le pouvoir d'achat. Donc les Français sont réfractaires, les Gaulois que nous sommes. Évidemment, on est réfractaires au chômage. On est réfractaires à la perte du pouvoir d'achat. On est réfractaires à la botte. Les Français, au contraire, ils attendaient de vraies réformes. Ils ont eu un ersatz, un Canada Dry, une illusion de réforme. Le problème, et je soulignais le paradoxe, tout en saluant quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a accepté de prendre la présidence de la société civile, qui est Viviane Charest-Béraud. Je vais lui demander de se lever. Qui préside un grand groupe de fabrication du logiciel. Alors évidemment, quand on fait des logiciels de paye, on se réjouit, on se frotte de main du prélèvement à la source, parce que toute complexité, bien qu'elle ne partage pas ses convictions sur le fond, je remercie Viviane de nous aider à structurer la société civile. Elle a aidé Geoffroy Roux de Bézieux à être élu au MEDEF. Maintenant, elle est libre et elle a décidé de venir à nos côtés pour structurer Force républicaine. Je disais, et je parlais de paradoxe. D'un côté, Emmanuel Macron, et j'expliquais les quelques raisons très rapidement pour lesquelles il est dans le trou d'air, qui peut durer, je pense, encore beaucoup plus longtemps. Mais le paradoxe pour moi, c'est que malgré cette chute importante, la droite n'en profite pas. La droite n'en profite pas et je pense qu'il suffira beaucoup plus de ce désenchantement pour Emmanuel Macron pour réenchanter dans le cœur et dans l'esprit des Français la droite et le centre dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on peut critiquer, on peut s'opposer, on doit jouer d'ailleurs notre rôle d'opposition. Mais ce que les Français attendent de nous maintenant, c'est qu'on se définisse, c'est qu'on dise aux Français quel idéal, quel projet on va porter pour la France, qui pour l'instant ne se relève pas. C'est pour ça que pour l'instant on n'en profite pas. On n'apparaît pas suffisamment crédible. Nous n'apparaissons pas comme une vraie alternative. Si on n'apparaît pas comme alternative, il ne peut pas y avoir demain de vraie alternance. Alors, on a le choix. Qu'est-ce qu'on veut porter comme politique ? Une politique d'opposition avec quelques petits arrangements, un petit chouïa plus de sécurité, un petit chouïa moins d'impôts ? La vieille droite ? Ou est-ce qu'on veut porter autre chose, quelque chose de plus vaste et de plus profond ? Plus vaste pour correspondre et prendre à bras-le-corps le grand basculement du monde, de la planète, et plus profond pour prendre à bras-le-corps ce que ressentent dans leur fort intérieur les Français qui sont déstabilisés, déclassement économique, mes enfants qui feront moins bien que moi, des possessions culturelles. Est-ce que demain, dans mon pays, j'aurai le style de vie auquel je suis attaché ? J'aurai les mêmes repères culturels et traditionnels ? C'est cette double angoisse auquel les Français attendent que nous répondions de façon, non pas outrancière, de façon posée, intelligente, en proposant. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, j'en ai parlé à la Baule, je le redis, que nous puissions nous porter une politique de civilisation, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, même dans le mode anglo-saxon, même en Suède, même les pays qui se portent bien, les peuples vont mal. Ce qui signifie que la politique ne peut pas se réduire aux seules questions matérielles. L'économie, le chômage, le pouvoir d'achat, c'est fondamental. Mais il y a autre chose que veulent les peuples. Et il faut les écouter. Parce que quand on ne les écoute pas, ils se font entendre. Et alors, ils votent pour les populistes, comme on dit. Démagogues, ceux-là. Mais, là encore, politique de civilisation qui marche sur ces deux jambes, la liberté, j'y viens, et l'identité, pour ne pas couper la droite en deux. Et pour ne pas se couper des Français qui veulent les deux. Évidemment. Pourquoi est-ce que, pour nous, la liberté, c'est fondamental ? Et quand on a pensé à cette convention sur ce thème,
C'était il y a plusieurs mois quand certains de nos amis ont commencé à suggérer l'augmentation du SMIC de 20%, etc., etc. Quand la petite ritournelle un peu étatiste s'est remise à tourner. Pourquoi sommes-nous attachés à la liberté, nous, Français, Gaulois? Parce que dans un pays où vous êtes libre, libéré fiscalement à partir du 28 juillet, dans un pays qui mange dans la dépense publique 56% de la richesse qu'individuellement vous produisez, où que vous soyez, chaque année, la liberté, ça n'est pas une option, c'est une nécessité, évidemment. Ensuite, parce que c'est aussi une question d'identité, finalement. Comme dirait Pierre Manant, la base qui a d'ailleurs fait un très beau texte que vous pourrez lire, que nous allons publier sur le site, pour la Convention d'aujourd'hui, sur sa conception de la liberté. Mais la base continue de la pensée occidentale et européenne depuis plusieurs siècles, c'est quoi? C'est la liberté. Pourquoi est-ce que les Chinois et d'autres ont eu des inventions qui n'ont pas prospéré, alors que nous avons eu, pendant tout ce temps, un élan créateur, artistique, philosophique, scientifique, technologique, sans précédent dans l'histoire de l'humanité? Parce que la liberté nous y a aidés, parce qu'elle a été le ressort de cet élan créateur. Pourquoi la liberté? Parce qu'aujourd'hui, la liberté est mal aimée. Elle est mal aimée en France. Elle n'est pas mal aimée des Français. Je sais, comme moi, vous avez lu Tocqueville, la passion de l'égalité ne cesse de grandir dans le cœur des humains, des hommes. Mais je pense que les Français sont attachés à la liberté. Et quand vous regardez d'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris, l'IFOP a fait un sondage au printemps. Parmi les mots préférés des Français, quels sont les mots que les Français préfèrent? D'abord le mot initiative, 92%. Ensuite le mot effort, travail, responsabilité, autour de 89-90%. Quand on les interroge sur la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, quel est le mot qu'ils choisissent en premier comme le mot préféré? La liberté, 43%. L'égalité, 37%. La fraternité, 20%. Comme disait Régis Debray, le mot le plus relégué. Évidemment, la liberté et l'égalité, chacun les revendique pour soi-même. La fraternité, c'est un peu plus compliqué. Mais vous voyez bien que les Français ne sont pas du tout rétifs à la liberté. Ceux qui sont rétifs, c'est la classe politique. C'est la gauche, depuis longtemps, nostalgique un peu du marxisme, pour une partie. Souvenez-vous Lénine, la liberté, pourquoi faire? Donc c'est finalement assez dans l'ordre des choses que la gauche se méfie de la liberté, même si elle a sombré ensuite dans une forme de néolibéralisme. Mais la droite, c'était moins dans l'ordre des choses. Pourquoi est-ce que la droite a un peu, parfois, souvent, abandonné cette idée de liberté, ou la restreint? D'abord parce qu'il y a un vieux fond chez nous, étatiste, colbertiste, légué à la fois par l'Ancien Régime et la Révolution, le centralisme administratif, qui est l'héritage commun. Parce qu'ensuite, pour un homme politique, la loi, le règlement, la subvention, c'est le moyen, c'est l'illusion de se procurer une forme de puissance politique. Et puis, enfin, parce que la droite s'est souvent définie en miroir par rapport à la gauche, et que la gauche l'a culpabilisée sur le plan de la liberté. Mélenchon avait promis, lui, au présidentiel, 17% d'augmentation du SMIC. On a fait mieux depuis. Mais moi, je ne veux ni une droite mélenchonisée, ni une droite macronisée. Donc, d'un côté, la liberté caricaturée par la gauche, de l'autre côté, la liberté souvent abandonnée par la droite, et je crois la liberté dévoyée par Emmanuel Macron. Il a commencé d'ailleurs dans son grand discours de Versailles par cette idée et ce slogan de la liberté forte. Et le problème, elle est là, c'est qu'il est là. Pour Emmanuel Macron, cette liberté, elle est forte pour les forts. On consent pour quelques-uns, pour quelques privilégiés, quelques libéralités. Et la contrainte pour le plus grand nombre, comme les impôts. Et c'est très dangereux.
Parce qu'on voit bien, dans cette tentation illibérale en Europe, le moteur, là encore, c'est cette idée que parfois les peuples ont, que la liberté, c'est un privilège de quelques-uns. Et Emmanuel Macron donne cours à cette idée-là, à cette tentation, tout en essayant de la dénoncer, en essayant de créer ce clivage absurde entre les Européens et les nationalistes. Donc il nous revient, nous, la droite, mais le centre, enfin en tout cas tous ceux et celles qui se reconnaissent dans notre courant de pensée, de défendre et de promouvoir une vraie liberté. Toute la liberté, rien que la liberté. En évitant, salut Jean-Christophe, deux écueils. L'écueil d'une liberté molle et l'écueil d'une liberté folle. D'abord, l'écueil d'une liberté molle. Qu'est-ce que j'appelle la liberté molle? Peggy disait, la liberté, c'est un système de courage. Eh bien, nous ne sommes pas pour une liberté à moitié, nous sommes pour toute la liberté. Nous ne sommes pas, par exemple, en matière de temps de travail, pour une toute petite détaxation des heures supplémentaires, nous sommes pour la sortie des 35 heures, pour libérer la France un peu, la France qui travaille, évidemment. Nous ne sommes pas uniquement pour la liberté dans le domaine économique, nous voulons aussi la liberté, Jean-Christophe, pour les territoires. Je pourrais vous en parler longuement. Nous voulons la liberté pour l'éducation. Pensez-vous, messieurs les recteurs, que nous puissions relever ce défi en France de l'éducation de nos enfants sans liberté? Évidemment que non. Donc oui, toute la liberté, mais rien que la liberté. Et je voudrais m'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de conceptions de la liberté. J'ai dit tout à l'heure deux écueils, la liberté molle, la liberté folle. Quelle est cette liberté folle? C'est cette liberté devenue fanatisme. Cette exaltation libérale, libertaire, d'une liberté qui finit par se retourner contre la société, mais aussi contre la personne. Contre la société quand la rhétorique des droits individuels, l'augmentation des droits individuels réclamés par chacun et tous, se fait au détriment du bien commun. L'individu, on le fait grandir. Les assemblées ne sont plus que des machines à enregistrer des caprices et des revendications individuelles ou semi-collectives. L'individu grandit, mais le citoyen, il rétrécit. On a là, d'ailleurs, une des explications à l'impuissance publique. Donc, une idée qui se retourne contre la société, mais une idée qui peut aussi se retourner contre la personne. Avec cette tentation prométhéenne de transformer, d'aller au bout de la transformation de l'homme, d'une renaturation, le transhumanisme. On va libérer l'homme de la mort. Homo sapiens est devenu obsolète et on va recréer un homme, on va pirater le logiciel, on le mettra, ma chère Viviane, sur un support inaltérable et nous aurons un homme nouveau. Tentation prométhéenne. Fausse même. Donc, je pense que la droite doit formuler absolument une politique de liberté qui puisse penser la limite. C'est ça notre liberté. C'est quoi la limite? C'est notre condition. Parce que la condition humaine, précisément, c'est de ne pas être débarrassé de toute condition, c'est d'avoir des conditions. Est-ce que, pour l'environnement, on peut exploiter sans limite la planète? Non. Est-ce qu'on ne doit pas mettre des limites au marché? Est-ce que tout est marchandise? Évidemment, non. Est-ce que la technique, dès lors qu'elle peut réaliser quelque chose, elle doit nécessairement le faire sans une limite de la conscience humaine, de la dignité, sans une limite humaine, tout simplement? Bien sûr que non. Donc, cette éthique de la limite, on doit la penser avec des garde-fous. Je vais vous en donner, pour accélérer un peu, deux. Garde-fous politiques, garde-fous anthropologiques. Garde-fous politique, 3 exemples. Nous sommes pour la liberté, donc nous sommes pour la liberté de circulation. Pour autant, nous sommes pour la frontière. Parce que la frontière, c'est ce qui définit une limite, c'est ce qui définit un en dedans, un en dehors, c'est ce qui définit un corps politique. Et une frontière, c'est pas seulement fait pour être inscrit sur une carte, c'est fait pour être défendu. Et croyez-moi, si on n'en prend pas les moyens, aussi bien en France qu'en Europe, en matière de lutte contre l'immigration massive, le peuple français nous le rappellera très vite. La frontière est une limite que nous devons accepter
comme un bien d'ailleurs. Où serait une politique d'accueil s'il n'y avait plus d'accueil et si c'était une auberge espagnole? Deuxième exemple, liberté des échanges, bien sûr. Mais il y a une limite, il y a la défense aussi de nos intérêts. Toutes les grandes nations défendent leurs intérêts. L'Europe, malheureusement, a pratiqué un désarmement économique unilatéral, sans égard et aux dépens souvent des intérêts des Européens et des entreprises européennes. Parce qu'on m'a toujours appris, moi, que l'économie et que la concurrence, c'est bien, mais il faut que ça soit un jeu loyal. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Sinon, ça ne marche pas. Et nous, on a fait l'inverse de ce que font les autres. C'est-à-dire qu'on a verrouillé administrativement, fiscalement à l'intérieur et on a tout ouvert à l'extérieur. Il faut inverser le paradigme. On se protège un peu à l'extérieur. Et l'extérieur, pour moi, ce n'est pas la France, c'est l'Europe. Et puis, on respire en France. On libère nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, qu'on ne peuvent plus. Troisième exemple de garde-fou politique, c'est l'autorité. Penser la liberté comme l'antinomie de l'ordre, c'est stupide. Il faut être Daniel Cohn-Bendit pour le penser d'ailleurs. Il n'y a pas de liberté là où il y a la chienlit, comme dirait l'autre. Donc l'autorité, notamment de l'État, est en soi une limite. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de dire? On peut être pour la liberté, mais qui pense des limites, et y compris sur le plan anthropologique. Je parlais bien sûr du transhumanisme, qui est quand même une frontière énorme, qui est une falsification d'un idéal d'amélioration de la condition humaine, avec une fausse promesse d'immortalité, qui produirait le vieillissement du monde, comme pourrait dire aussi Hannah Arendt, puis qui en parlait tout à l'heure. Voilà, donc je pense que sur le plan anthropologique, on aura les lois, bien sûr, de bioéthique. Je sais que ça peut diviser, je sais que chacun a sa conscience et que chacun peut avoir des options, mais il ne faudra pas mentir aux Français. On ne me fera pas croire qu'une fois qu'on aura autorisé la PMA sans père, il n'y aura pas demain, l'an prochain, dans 2 ans, 3 ans, la GPA. Voilà, je ne vois pas au nom. Si on autorise l'une, au nom de quoi et sur quel motif? Ce qu'on aurait autorisé pour des couples féminins, on l'interdirait pour des couples masculins. Donc il faut se poser les questions. Après, on y répond, évidemment. Mais l'anthropologie, la dignité humaine, est en soi une limite qui doit être en tout cas pensée. Ça n'est pas parce qu'une technique nous permet tout qu'on doit y consentir. C'est tout. Il faut se poser les bonnes questions. Voilà ce que je voulais dire très rapidement pour conclure. Franchement, et en introduisant ces débats qui sont, j'en suis sûr, passionnants, je pense qu'il y a 2 libertés qui se font face au jour d'aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, 3e millénaire. Une liberté déracinée, une liberté qui refuse de s'inscrire dans une réalité historique, dans une réalité civique, dans une réalité anthropologique, une liberté qui court après ce qu'on appelle l'émancipation radicale de l'individu. C'est une option, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la nôtre. Et puis, il y a une liberté enracinée. Une liberté enracinée qui, parce qu'elle vise la cime d'une existence personnelle, collective, se pense et accepte un ancrage dans un territoire, dans une histoire, dans des valeurs. Alors je sais que tout cela est déroutant parce qu'aujourd'hui, les faux prophètes de la liberté sont nombreux, qu'il faut y résister. Mais le message que je voudrais vous donner, pour terminer, c'est que malgré ces faux prophètes, malgré ce grand brouillage, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est la liberté qui élève. Elle nous élève au niveau de la France. N'oubliez pas cette phrase du général de Gaulle. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France, et la liberté du monde. La grandeur de la France et la liberté du monde. Et elle nous élève aussi à la hauteur de ce que nous devons être. Parce que notre conviction, c'est que l'homme doit être, comme une nation, en capacité de maîtriser son destin. Et on ne peut pas maîtriser un destin, être le capitaine de sa vie, sans la liberté. C'est philosophiquement, je crois, ce qui nous anime, quelles que soient par ailleurs nos options. Alors j'ai, en commençant, parlé d'une politique de civilisation. Eh bien, vraiment, du fond du cœur, je pense que le combat pour la liberté, c'est aussi un combat pour l'identité. Il n'y a pas de différence. Et aujourd'hui, très franchement, je pense que le chemin, la voie du redressement de la France passe bien sûr par la liberté
Il ne faut pas avoir une liberté honteuse. Il faut en être fier. Il faut la défendre. Parce que sans la liberté, la France ne retrouvera pas le chemin de la prospérité et le chemin d'un bien-être pour le peuple français. Merci en tout cas de votre attention.